Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. L'auteur-acteur que vous êtes a choisi de faire rimer humour avec amour dans un spectacle qui mériterait d'être remboursé par la sécurité sociale si elle ne devait pas faire face à un déficit très différent de celui que vous évoquez dans ce spectacle. Bonjour Alex Good. Bonjour Jacques. On expliquera pourquoi je parlerai justement de déficit. Mais vous savez que c'est drôle parce qu'on a demandé au ministère de le rembourser le spectacle. C'est vrai ? Oui, et c'est en étude. Alors oui, le problème, c'est que le ministre change tous les 2 semaines. Donc voilà, on a un peu de mal, mais on a demandé. Voilà. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est bien sûr de parler de ce spectacle qu'on va Oui. évoquer tout à l'heure largement, mais aussi d'évoquer votre vie à travers des dates clés. Ça tombe bien parce que j'ai plus de clés. Je fais tout avec des codes maintenant, donc Oui. je vais essayer de me rappeler comment ça fonctionne une clé de la vie. Voilà. Alors, les Et clés, voilà. justement, la première date, c'est le 3 décembre 2008, un match de football que vous n'avez pas oublié. Et attention à la contre-attaque parce que là il y a du champ sur la gauche. Et oui. Manchester PSG, le 3 décembre 2008, vous êtes sur le bord du terrain avec des chaussures à crampons. Exactement, c'était le premier match que j'ai gagné. Vous êtes fort, ça commence bien. Et j'ai commenté ce match avec Thierry Roland. Donc il faut savoir que moi avant je voulais être footballeur. C'est Oui. ma carrière. J'ai fait beaucoup de foot quand j'étais petit. C'est ce que je voulais faire. Puis mon rêve s'est brisé à 18 ans quand j'ai eu les ligaments croisés qu'on pétait. À l'époque c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Maintenant on Oui. le réparé en 3 mois. À l'époque c'était un peu plus d'1 an. Mais ce qui est drôle c'est que c'était Thierry Roland qui m'avait repéré quand j'étais jeune. C'est lui qui m'avait envoyé chez Guérou. Voilà. Et ce qui était amusant c'est qu'on s'est retrouvés des années après, mais vraiment longtemps après avec Thierry. D'ailleurs, il m'a pas reconnu tout de suite parce que quand on lui a dit bah tiens, tu vas présenter avec Alex Good, c'est pas mon vrai nom, Alex Good. Oui. Enfin, je m'appelle vraiment, mon vrai nom, c'est Alexandre Goudot. Oui. Goudot de toilette, Oui. Goudot pétillante, Goudot ce qu'on veut. Et donc lui, on lui a dit tu vas faire Alex Good. Il dit oh, c'est qui celui-là? Je le connais pas. Il a fait du foot. Et en fait, quand je suis arrivé, je lui ai dit mais Thierry, c'est dingue, c'est Alex. Et là, il a compris tout de suite. Et du coup, on s'est retrouvés des années après, parce que si tu fais le calcul, c'était 15 ans après. Oui. 15 ans après qu'on se rencontrait pour la première fois, et qui m'a dit bah, tiens, va chez Guy à Auxerre. Et on a vécu une aventure incroyable. Malheureusement, il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais voilà, c'était formidable de commenter les matchs avec cette légende. Tu vois, c'était vraiment une légende de la télé, une légende du football. Et moi, j'étais là, et du coup, je revivais un petit peu mon rêve. C'est-à-dire que j'ai pas pu avoir mon rêve d'être footballeur, mais j'étais sur le terrain de Manchester PSG, et comme j'avais cette tradition quand j'étais footballeur de jamais aller sur un terrain sans mes crampons, parce que j'étais gardien de but, donc il fallait que je teste les appuis du terrain. Et là, je me suis dit, bah, je peux pas fouler un terrain sans crampons. Donc j'étais le seul commentateur de l'histoire qui était en crampons sur le terrain. Ce qui a fait le don de faire marrer les joueurs, évidemment, de faire marrer toutes les équipes, les entraîneurs qui me prenaient pour un taré absolu, hein, évidemment, et surtout ce qui m'a valu quelques problèmes, puisque j'ai fait une cascade un jour assez épique. Voilà. Et ce jour-là, ce qui est drôle, c'est que la veille au soir, pour fêter ma première, j'ai invité toute l'équipe à manger. Alors, il faut savoir que Thierry ne mangeait que des clubs sandwich. Oui. Parce que comme il faisait le tour du monde, et qu'il était tombé malade 224 fois, il ne prenait plus qu'une valeur sûre. Où qu'on aille, il connaissait tous les meilleurs clubs sandwich de toutes les villes de la planète. Il voulait plus manger des clubs sandwich. Et là, j'ai dit, bah non, Thierry, ce soir, c'est ma première et tout, j'invite tout le monde. Et c'était la veille au soir. J'ai invité tout le monde, je me rappelle toute ma vie, ça s'appelle la Pizza Roma. On arrivait à la pizzeria, on se voyait dans la pizza. Tellement il y avait de l'huile et tellement c'était gras. Tout le monde est tombé malade à crever. Tout le monde a passé la nuit sur les toilettes, y compris Thierry Roland, y compris moi-même. Et au début du match, alors que c'est ma première, moi je suis en train de pleurer et tout parce que je vis mon rêve un petit peu quand même. Je pleure et Thierry dit à l'antenne, bon bah on est content d'être là parce que il a voulu nous prendre la place dès le début, il a essayé de nous tuer cette nuit. Alex Good était avec nous sur le terrain et on est parti comme ça et on a fait pas mal de matchs comme ça avec lui, avec Jean-Marc Ferré, que j'embrasse aussi bien fort. Et c'était un moment incroyable parce que quand tu fais de la télé, tu te retrouves avec une telle légende, une telle voix. Ouais, puis les gens disaient il a un caractère de merde et tout. Ouais. En fait, c'est pas vrai. Alors oui, il était ultra chauvin, ça c'est sûr. Il fallait qu'on gagne, tu vois. Mais c'était, tu vois, c'était juste un bon vivant de l'époque, quoi. Oui. Ouais. Et il avait beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Un jour, il dit dans Stade 2, l'émission qu'il présentait, je vais faire un mot ce soir. Et il y avait Laurent Fignon qui était dans le Tour de France, qui avait subi une défaillance. Et il a placé à l'antenne. Eh bien, il a eu un trou Fignon, ce qui a fait éclater toute l'équipe. Évidemment. Non, mais il faisait beaucoup de blagues. Voilà, tu vois. Bon, nous, évidemment, comme moi je faisais beaucoup de blagues, on rigolait beaucoup. Voilà, on se faisait beaucoup de vannes pendant les matchs. C'était extrêmement drôle. Voilà. En même temps, il a débuté avec un maître. Il a débuté en même temps que Drucker avec Léon Zitrone, qui était la terreur. Il faisait à l'époque Sport Dimanche, qui était la première émission de télévision. Je ne sais pas si vous le savez. Bien sûr, mais je me rappelle très bien. Je suis très vieux. Sportif. Jacques. Oui, non, mais vous ne les faites pas. Je suis votre 1567e invité, mais je pense que je connaissais le premier. Voilà. Donc, voilà.
Alors, il se trouve que le football, justement, c'est né à Neuilly, parce que vous êtes né à Neuilly. Oui. Et votre première équipe, ça a été, je crois, le Neuilly Football Club. Exactement. Vous étiez L'Olympique de Neuilly. Alors, Ouais. c'est l'Olympique de Neuilly, où étaient les enfants de M. Sarkozy, Oui. Pierre et Jean, ce qui a un lien avec mon histoire personnelle d'ailleurs, mais parce qu'après j'ai fait du théâtre et j'ai commencé la première phase du théâtre à Neuilly. Mais oui, c'était là-bas, à l'Olympique de Neuilly, avec Jeff, tous les gens qui étaient là-bas. C'était mes débuts dans le sport, où je faisais beaucoup. J'étais là-bas tous les jours quasiment. Je faisais 25 heures par semaine. Ouais, 25 heures par semaine de foot. C'était ma passion, quoi. Je voulais vraiment faire ça. Donc, Et c'est né comment, cette passion? et elle est née complètement par hasard. Elle est née parce que mon père voulait absolument que je fasse tennisman. Donc c'est vrai que quand j'étais très très jeune, il m'a mis au tennis très tôt, genre à 3-4 ans. Tu sais, c'était comme... Bon, il n'y avait pas encore eu les sœurs Williams, mais c'était un peu le même truc. Tu vois, il espérait que je devienne un grand tennisman. Donc j'étais au Racing Club de France de tennis tous les jours, à apprendre le tennis et tout. Et en fait, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tes parents, ils ont une passion qu'ils veulent absolument te mettre dans la tête, et ben au bout d'un moment, ça te gonfle. Et en fait, j'en ai eu marre. Je faisais trop de tennis. J'avais l'impression de pas vivre et de faire que vivre le rêve de mon père et pas le mien. Et puis j'ai eu un accident, moi, quand j'étais assez jeune, à 11 ans, un accident assez grave physique, où j'avais plus tellement de tête. Et il a fallu que je me fasse des potes. Et au tennis, tu fais pas de potes. C'est un sport individuel. Voilà, et je me sentais pas bien et tout, je voulais avoir des amis. Donc je me suis mis au foot. Ah. Et c'est comme ça que c'est né. C'est- Voilà. c'est Et vrai. comme je venais d'avoir cet accident où j'avais frôlé la mort et j'avais plus peur de rien, je me suis mis dans les buts. Et je suis devenu un espèce de mutant dans les buts, très fort, faut bien le dire. Et d'où après ma carrière en club et tout ça. Mais c'est né de là, en fait. C'était le besoin de se faire des amis parce que j'allais pas très bien. J'étais un peu, solitaire et je suis sorti de mon truc comme ça. Et c'est né comme ça, le foot. C'est un très bon sport pour se faire des amis. Ouais, vous êtes devenu une sorte d'enfant de la balle, en quelque sorte. Exactement. Et dans tous les domaines. Il se trouve que si Thierry Roland vous a repéré, c'est parce que vous avez participé à un match du Variety Club de France. Oui, c'est ça. C'était un match contre le Variété où j'avais été très très fort dans les buts. J'avais arrêté plein de trucs. Et il avait dit, mais il est fou ce type, il est super et tout. Voilà. J'étais déjà, ça se passait bien dans ma petite carrière en niveau local, mais voilà, ça m'a permis de passer un cap. Mais c'est une histoire de fou. Je dis, quand on se retrouve des années après, c'est quand même drôle d'imaginer que tu commentes un match avec Thierry Roland. C'est la classe un peu. C'est la classe. Pas 15, on en a fait je sais plus combien. Mais... Alors, en fait, il se trouve aussi que votre accident vous a éloigné du football, Alex Good, mais vous avez découvert le karting à ce moment-là. Exactement. En fait, j'ai toujours eu la chance dans ma vie. C'est vrai que ça, c'est une chance inouïe. C'est que dès qu'il m'arrive un truc, je rebondis, quoi. Pourtant, je suis assez svelte, mais je rebondis pas trop mal. Et donc, ma passion qui est née à ce moment-là, c'était pas du tout prévu. C'est vrai que depuis que je suis petit, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et j'adorais un truc, c'est les jeux de voiture. Et en fait, sans me rendre compte, inconsciemment, ça m'avait transformé en très très bon pilote. Et donc, quand j'ai eu ce truc, j'ai des amis qui m'ont amené faire un karting. Et comme plein de fois dans ma vie, il s'est passé la même chose pour la comédie, j'ai été faire les tours de cartes et j'ai tout de suite fait péter les chronos de la piste. Et le boss de là était, mais vous êtes qui vous? Mais vous sortez d'où? Je dis, je sais pas, c'est la première fois que j'en fais. Il me dit, mais non, arrêtez vos conneries et tout. Je dis, non, je vous jure que c'est vrai. Et du coup, je me suis retrouvé embarqué dans un club et après, j'ai fait ça, puis de la Formule Renault. Après, qu'il y a de la monoplace qui fait un peu plus vite quand même. Oui, ça va vite, ça. Oui, ça va vite. Oh, ça va, c'est pas non plus l'enfer. Hein. On va à 200 et quelques. Oui, ouais. 240, 150, c'est pas dramatique. Mais oui, voilà. Et je suis devenu fan de ça. Oui. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs qui a commencé par hasard dans le karting, je ne sais pas si vous le savez, parce que son frère était malade, il le remplace, il a eu le coup de foudre pour ce sport, c'est Alain Prost. Ah bah oui, évidemment, quel génie fabuleux. C'était un immense fan en plus. Oui. Quand j'étais il y avait toujours cette espèce de duel fratricide Prost-Senna. Je trouve que l'un ne pouvait pas exister sans l'autre en vérité. Mais c'est vrai que moi j'étais vraiment pro-Prost parce que j'adorais sa classe, sa façon de pas aller vite alors qu'il allait super vite. Oui. Tu vois, c'était ce truc-là incroyable. Aujourd'hui, on est un peu pareil. D'ailleurs, il lui a rendu hommage la semaine dernière. Il y avait Isaac Hadjar, le pilote français, qui a mis un casque en hommage à Alain Prost. Parce que beaucoup le comparent, parce que le petit, il est jeune, il cartoon, il va hyper vite. Donc on va voir quelle carrière il va faire, mais s'il pouvait avoir la même qu'Alain Prost, ce serait formidable. Alors, le karting, malheureusement, vous avez dû arrêter Alex Good pour des questions financières. Alors j'ai arrêté, oui, pas le karting, j'ai arrêté carrément la monoplace. Oui. Parce que le karting, ça coûte de l'argent. Hein. Oui. Faut savoir qu'aujourd'hui, si tu veux faire du sport automobile, faut que tes parents soient riches. Parce que sinon, c'est pas possible. Ça coûte très cher. Même avec des sponsors, ça coûte quand même cher. Et après, je suis passé en monoplace. Et là, c'est vrai que voilà, c'est le moment où mes parents sont séparés, où mon père a dit, c'est fini, terminado, je ferme les bourses, je ferme le porte-monnaie, débrouillez-vous les enfants. Et donc là, il a fallu que je travaille. Et c'est là où je suis rentré dans le jeu vidéo en tant justement que pilote et que footballeur. Mais il se trouve aussi que votre père a vécu une carrière professionnelle extraordinaire. Il a été victime de quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est l'après-retraite. Alors ça existe moins aujourd'hui quand même. Ouais. Mais c'est vrai que lui, il s'est retrouvé à la retraite très 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 jeune, avec beaucoup d'argent, parce qu'à l'époque, quand on partait à la retraite, il était très très haut placé, mon papa, dans une société qui s'appelle Ron Poulain, qui aujourd'hui est devenue Sanofi, mais il était haut placé, et ils lui ont donné sa retraite très jeune, parce qu'il coûtait très cher. Et donc il s'est retrouvé à la retraite très jeune, et d'un coup,
parce que je pense que je lui dois quand même des choses, de la valeur travail notamment, parce que lui bossait beaucoup, et c'est vrai que moi j'ai la même chose, pour le coup. Mais d'un coup, quand tu passes de bosser comme un fou à ne plus rien faire, eh ben, je pense que ta vie s'arrête, quoi. C'est pour ça que moi, je pense bien ne jamais prendre ma retraite. Il faut jamais faire ça. Oui, exactement, Jacques, vous êtes bien placé pour le savoir. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que la retraite, c'est la petite mort. Tu vois, c'est que, d'un seul coup, il s'est dit, ah bah, ça va être cool, je vais pouvoir m'amuser, machin, mais en fait, il s'est fait chier comme un rat mort. Et donc, il allait toutes les journées au tennis. Et puis, au début, il a commencé à prendre l'apéro à midi, puis après à 11h, puis après à 10h, puis après à 9h. Et puis, c'était foutu. Parce que d'un seul coup, tu passes de quelqu'un qui bosse 20 heures par jour à quelqu'un qui fout plus rien. Donc, moi, j'espère que je prendrai pas ma retraite. Et surtout, vous avez pris l'auto, mais même je pense que je continuerai à faire des trucs. Oui, mais il faut continuer de toute façon. Exactement. Et même, je crois que c'est grâce à ça que vous n'avez jamais bu ou fumé. Exactement. Alors, jamais fumé, c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai dû, pour une pièce de théâtre... Oui, une cigarette. Exactement, pour une pièce de Sacha Guitry, qui s'appelle Faisons un rêve. Ouais. Je devais faire un monologue de 10 minutes où finalement, à la fin, j'arrive à allumer une cigarette. Sauf que j'ai jamais réussi à tirer dans la cigarette. Je m'étouffais, je hurlais sur la scène. Donc c'est vraiment la preuve qu'il ne faut pas que je m'y mette. Du coup, j'ai triché, j'ai remplacé la cigarette par une pipe, et là, bizarrement, j'irais beaucoup mieux. Mais j'ai détesté ça, de toute façon. Et effectivement, comme mon père avait ces vices-là, comme il fumait beaucoup, qu'il buvait, de façon complètement déraisonnable, je me suis juré, à l'époque, j'étais complètement hétéro, mais je me suis juré que je ne ferais jamais ça à mes enfants. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais fait. Et alors, j'ai bu un petit peu d'alcool quand même, j'ai bu du champagne à mon mariage et à mon divorce. C'est raisonnable. Voilà. Et vous avez fait un tabac, mais dans d'autres domaines. On va l'évoquer à travers une autre date qui ne vous concerne pas, mais qui est importante dans votre parcours, le 18 octobre 1934. A tout de suite sur Sud Radio avec Alex Good. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alex Good. Nous parlerons tout à l'heure de Tout va mal, M-A-L-E, parce que tout va bien pour vous. Tout va très bien. Oui, exactement. Dans le spectacle aussi, d'ailleurs, à la fin. Exactement, on va en parler. On en revient à votre parcours. On a expliqué vos débuts de footballeur et dans le karting. Et si je parle du 18 octobre 1934, c'est que ce jour-là paraît le premier numéro du journal de Mickey. Ah, mais oui, vous avez raison. Oh, fichtre. Ah, mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Et vous vous souvenez de la couverture, il y a Mickey qui attend ses enfants en bas de les neveux en bas de l'escalier, avec une bassine pour qu'ils prennent leur bain. Eh ben, écoute, alors je l'avais vu cette couverture, mais effectivement, oui, c'est un grand bout de ma vie. C'est très important pour moi, le journal du Mickey. Ça a façonné beaucoup de choses de ma vie. Alors, il se trouve qu'à l'époque, il paraît le jeudi, parce que c'est le jour de vacances scolaires, et il a 8 pages, et il coûte 30 centimes, et c'est plus cher aujourd'hui. Oui, et le journal de Mickey est né de façon très curieuse. Paul Vinclair, qui avait un groupe de presse à l'époque, va voir Walt Disney à Londres et dit « Je voudrais faire le journal de Mickey ». Walt Disney dit « Mais ça ne marchera jamais ». Et il lui donne son accord sur une carte de visite. Et c'est comme ça, ça a servi de contrat, et c'est comme ça que le journal de Mickey est né. Le premier dans le monde, c'est en France. C'est dingue. C'est fou, hein. C'est fou. Et vraiment, Mickey, en plus, ça vous a marqué déjà dans vos jeunes années, avec Mickey Parade et les Castors Juniors, je crois. Oui, j'étais un grand malade des Castors Juniors. J'avais tous les guides, les fameux guides des Castors Juniors. Il y avait plein d'astuces, plein de trucs pour savoir, je dis n'importe quoi, te rappeler les noms des 9 planètes, ou savoir quelle heure il était en regardant le soleil. Enfin, tous les trucs des Castors Juniors, qui étaient un peu des scouts. Bien sûr. La façon des scouts, et t'apprenais des trucs, et moi j'étais fasciné par ça, par Géo trouve tout aussi, l'inventeur génial qui avait plein de trucs, et donc c'est vrai que ça, j'avais toutes les collections chez moi, je regardais ça tout le temps, j'étais incollable là-dessus. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Mickey Parade, j'adorais, parce qu'il y avait Fantomial, et que déjà j'adorais les super-héros. Fantomial est né plus tard, mais j'adorais les super-héros et tout ça, et puis après, quand l'opportunité est arrivée, que je suis arrivé au vrai journal de Mickey dedans, c'était très drôle. Alors, tout a commencé, je crois, avant Mickey, par la découverte des jeux vidéo, dont vous avez été un pionnier aussi, Alex Good. J'ai commencé très jeune, en fait. J'ai commencé à jouer, j'avais 5 ans. À l'époque, j'étais un des tout premiers à avoir des consoles et des trucs en France. J'étais tout petit. J'ai eu tous les premiers ordinateurs qui existaient, du Sinclair ZX Spectrum au Thomson, au 5, à l'Atari ST, à l'Amiga, et tout ça. Ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus vieux, vont s'en rappeler. Mais j'ai toujours été fasciné de jeux vidéo. Ça fait partie de ma vie encore aujourd'hui. Je suis l'égérie de Micromania. C'est moi qui fais les jeux pour Micromania, le numéro 1 des vendeurs de jeux, des magasins de jeux vidéo en France. Donc ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Et effectivement, ça fait 30 ans aussi que dans le journal du Mickey, c'est moi qui parle de jeux vidéo. Mais c'est né comment, cette passion ? C'est né comme... En fait, j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir beaucoup de chance dans ma scolarité. J'étais toujours très très fort. Ça allait très très vite chez moi. J'avais de très très bonnes notes. Donc mes parents me laissaient faire ce que je voulais. Bon.
je faisais un peu plus que ce qu'il me laissait faire, puisqu'en vérité, la nuit, je mettais des serviettes sous la porte. Je dors très très peu, moi. J'ai toujours dormi très peu, mais encore plus depuis quelques années. Mais avant, j'en mets déjà très peu. Donc pendant que tout le monde ronflait et roupillait, moi, j'étais en train de jouer à la console dans ma chambre, sous ma couette, ou alors avec un truc pour protéger le truc. Et je jouais des heures. Je veux dire, petit, je jouais déjà entre 8 et 10 heures par jour. C'est fou. Tu vois, donc, avec les premiers jeux qui étaient tout à fait simples à l'époque. Oui, qui étaient assez simples. Oui, c'était assez rudimentaire. On a fait des progrès quand même depuis. C'est un peu mieux aujourd'hui, mais voilà. Et c'est vrai que ça a toujours été une passion et j'adore ça. Et même encore aujourd'hui, tu vois, tout le monde dit, mais c'est pas possible. Quand les gens voient chez moi, ils ont l'impression que soit j'ai 12 ans d'âge mental, soit que je suis Peter Pan dans les fesses complètement tardé. Mais en vérité, j'aime toujours ça et je vois pas pourquoi je me priverais. C'est pas parce que je suis vieux, entre guillemets, que j'aime plus les jeux vidéo. Donc, je joue toujours beaucoup. Ouais. Alors, les jeux vidéo, ça a commencé avec un certain Ralph Baer aux États-Unis en 1950, qui a été le premier à imaginer des jeux qu'on pouvait mettre sur les téléviseurs. Oui. Et après, ça s'est développé. Après, il y a eu Pong, plus célèbre dans les 70, qui a commencé à être un peu plus rapide, où les gens, on avait ces deux raquettes là qu'on commandait avec un espèce de trackball un peu facile. Et puis après, Atari est arrivé, Coleco et toutes ces consoles là, et après les ordinateurs. Mais aujourd'hui, c'est vachement plus démocratisé qu'avant. Et le Covid a beaucoup aidé aussi, mine de rien, puisque beaucoup de gens sont mis à rejouer pendant le Covid. Mais c'est vrai que maintenant, on joue tous avec nos téléphones. Tu vois combien il y a de gens qui jouent, qui jouaient pas avant et qui maintenant jouent. Donc, je dis toujours, il y a des gens qui disent, j'aime pas les jeux vidéo. C'est la même chose que les gens qui me disent, j'aime pas lire. En fait, c'est pas vrai. Si on cherche, on va trouver un livre que t'aimes, c'est sûr, et on va trouver un jeu vidéo que t'aimes, c'est sûr. Certain. Donc, il faut un peu s'ouvrir, voilà. Et je milite beaucoup pour. Parce que je trouve que le jeu vidéo, c'est un art, comme la littérature, comme le cinéma, comme la peinture, et que c'est pas si mal que nos jeunes découvrent ça. Il faut faire juste la différence entre virtuel et réel, qui est parfois compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Alors, la passion est devenue un métier, puisque vous êtes devenu journaliste spécialisé, Alex Good, dans le jeu vidéo, ce qui n'était pas courant à l'époque. Alors, à l'époque, on était assez peu nombreux et du coup très très bien payés, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas Internet. Donc on gagnait des fortunes, parce que la Bible des joueurs, c'était ces magazines qui sortaient tous les mois, voilà, où on en vendait, pour vous donner un exemple, PlayStation Magazine, on en vendait 200 000 exemplaires par mois. À 10 € le magazine à peu près. Aujourd'hui, les magazines de jeux vidéo qui vendent plus de 3000 exemplaires, ils sablent le champagne tous les mois. Donc on est sur un truc de fou. Il n'y avait pas Internet. Donc il fallait acheter le magazine pour voir la démo, pour pouvoir jouer au jeu en avant-première à la maison et tout. Donc c'était un immense truc. Et oui, on n'était pas si nombreux que ça. Non, il y avait Joypad, le premier magazine. Joypad, où j'ai travaillé, Joypad, c'est le magazine. Qui a duré 20 ans, entre 1991 et 2011. Ouais, il y a eu Tilt avant, qui était encore plus vieux, avec Alain Hugues-Lacour, qu'on salue si nous écoute, une légende du jeu vidéo. Mais oui, j'ai connu plein d'amis là-bas, comme Julien Chiez aujourd'hui, qui cartonne encore sur les réseaux. Voilà, c'est une époque dingue. C'était avant Internet. Voilà. Et PlayStation Magazine, c'est important parce que c'est Hachette qui l'édite et c'est presque votre entrée dans le groupe Hachette vers le journal de Mickey. C'est pas presque, c'est mon entrée. C'est-à-dire que je suis à PlayStation Magazine à Joypad et le journal de Mickey cherchait quelqu'un pour faire les jeux. Et Jean-François Maurice, le rédacteur en chef de PlayStation, dit à l'époque, Alex, il est rigolo, il aime bien les enfants et tout, va voir ce que c'est, quoi. Et voilà, et ça fait 30 ans que c'est moi qui fais les jeux vidéo dans Mickey. Et il y a eu Petit Loup, il y a eu Kate Paddle, et il y a eu Picsou Magazine. Et Picsou Magazine, j'ai beaucoup fait de jeux vidéo avant que Picsou change un peu de formule et devienne aujourd'hui beaucoup plus axé vers la bande dessinée. Mais oui, ça fait 30 ans pour le coup que dans Mickey, c'est moi. Et que je fais ça, et c'est aussi comme ça que je suis arrivé sur Disney Channel, tu vois. Exactement, parce qu'un jour on vous demande, il y a un reportage de Disney Channel sur le journal de Mickey, et qui est de corvée, c'est Alex Good. Oui, parce qu'à l'époque, on va dire qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu notre âge aujourd'hui, tu vois, Jacques là, et en truc pour Disney Channel, c'était pas super vendeur, donc ils se sont dit, mettez le petit jeune là, Alex Good, il va vous faire les trucs, il est rigolo, il va vous expliquer comment marche le journal. Et du coup, j'ai fait tout le reportage, je vais dire, voilà, là c'est les SR qui corrigent les textes, là c'est la maquette, là c'est les graphistes, et je faisais comme d'habitude des blagues pourries toutes les 2 secondes. Et puis 2 jours après, je me fais appeler par Disney Channel. Mais vous avez déjà pensé à faire la télé? Je dis non, jamais. Pourquoi? Parce que disons, qu'est-ce que vous êtes drôle, venez nous voir. Et puis 1 semaine après, je suis animateur. Voilà. Et je crois que cet humour, vous le devez aussi à votre mère FK. Oui, ma maman et mon papa, qui avant de sombrer dans l'alcool était quelqu'un d'extrêmement drôle. C'était un bout en train fou. Voilà. Et malheureusement, ça a mal tourné. Mais je pense que ça, entre ma maman qui est un peu perchée, on va le dire, mais que j'aime plus que tout au monde, mais qui est quand même très très rigolote, et mon papa qui était très très rigolo, oui, je pense que ça vient de là et que j'ai récupéré un petit peu de tout ça. Voilà. Et la télé, ça a commencé avec cette émission. La Pink Zone. Ah oui, ce sont vos débuts. Exactement. C'est mes tout débuts à la télé. Cette histoire, justement, ils me voient sur Disney, ils me font venir sur Disney Channel.
Et je me retrouve là-dedans tous les mercredis en direct. Alors c'était à Disneyland Paris, donc c'était génial. Ouais. Parce que j'arrivais, je me garais avec ma petite voiture, et puis dès qu'on avait fait l'émission, hop, j'allais m'amuser dans le parc, parce qu'on avait accès au parc du coup, et j'enchaînais les attractions. Je me rappelle une fois, j'ai fait 17 fois le Rock'n'Roller Coaster d'affilée. Je voulais le faire, je voulais savoir combien de fois je pouvais le faire avant de défaillir. Oui. 17 fois. C'est bon. Et La après, réponse, après c'est on 17 tombe. fois. La réponse, après, on tombe. Après, on va aux toilettes. On n'est pas bien. Mais c'est vrai que cette émission était très particulière parce que c'était une émission destinée à garder le téléspectateur entre deux dessins animés. Exactement, oui, c'était ça. Il y avait plein de dessins animés sur Disney Channel. Aujourd'hui, c'est Disney+. Oui. Il n'y a plus d'émissions d'accueil comme ça. Les temps de la télé ont bien changé. Mais je suis abonné à Disney+, et j'adore. Mais Moi voilà, aussi, je vous assure. Voilà, mais c'est oui. Les temps changent. Et il y a, même à la télé, tu le vois, il y a de moins en moins d'émissions d'accueil. Oui. Rappelle-toi notre jeunesse, Jacques, quand on regardait les Carpentiers, quand on regardait Drucker, quand on regardait tout ça. Maintenant, tout ça a complètement disparu. Il y a de moins en moins d'émissions d'accueil, entre guillemets. Oui. Et alors, il y avait une autre particularité de Zapping Zone, c'est une des premières émissions interactives où on offre des cadeaux. Oui, on offrait des cadeaux aux gens qui nous appelaient. Voilà, Là aussi, c'était nouveau. Oui, c'était assez nouveau. C'était avant ce qu'on appelait la Call TV après, tu sais, où les gens laissaient des numéros de téléphone et répondaient à des questions. Tout ça est né un petit peu en même temps. Voilà, non, c'était surtout une expérience géniale avec des gens fabuleux qui sont encore certains, comme Willy par exemple, mes amis aujourd'hui. Et mais en même temps, ça vous a appris votre métier. C'est le meilleur apprentissage. Bah, c'est la meilleure école. T'es en direct. Et t'es en direct sur Disney. Avec tout ce que ça comporte comme précaution de langage. Oui, pour les jeunes, pour les enfants. Pour les jeunes, parce que c'est Disney, donc on avait on avait une charte, il y a ce qu'on appelle la compliance, où on doit faire attention à ce qu'on dit et tout ça, parce qu'il faut faire très très attention. Et donc c'est hyper formateur, parce que dès que tu as envie de dire un mot, tu vois, parfois, on pouvait pas dire le mot orphelin, par exemple. Jamais. Bah non, c'est triste, c'est pas très, tu vois. Donc tu avais tous ces trucs comme ça, où dès que tu arrivais sur un sujet, il fallait te dire, ok, comment je m'en sors, voilà, et qu'on fasse pas de bêtises. Et vous n'avez pas fait de bêtises, vous n'êtes pas jamais, parce que vous m'avez déjà vu faire des bêtises. Jamais. Et ça a duré 2 ans, et après il y a eu d'autres choses, et on va évoquer une autre date importante dans votre parcours, le 30 août 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Alex Good. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alex Good. Nous parlerons tout à l'heure de Tout va mal, M-A-L-E, je le rappelle. Oui, parce que tout va bien. Parce que tout va bien, et on expliquera pourquoi. On a évoqué vos débuts à la télévision, avant, après le journalisme, et le 30 août 2004 démarre une autre émission chère à votre cœur. Le Grand Journal. Ah bah oui. Le Grand Journal, la météo du Grand Journal. Ah oui, alors ça a été un espèce de moment dans ma vie très étrange, je veux dire. Très bizarre. C'est-à-dire C'est-à-dire que je m'attendais pas trop à me retrouver sur Canal, qui était... Moi, je suis un enfant de Canal. Oui. Je suis un enfant des nuls. Bon, aussi des inconnus, des Monty Python et tout ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment mon humour et mon truc. Et ils viennent voir ma première pièce qui s'appelait Théâtrouille à l'époque. Oui. Et Christelle Graillot, qu'on peut saluer, qui est aujourd'hui une immense agent d'artiste, qui a fait une magnifique carrière, me repère. Elle dit, mais c'est qui ce type fou qui a fait ce spectacle fou on va peut-être le prendre pour la météo. C'était l'année avant Louise Bourgoin. C'est-à-dire, on n'était pas, nous, encore en plateau. Louise, elle était en plateau. Et nous, c'était d'avant, on était sur fond vert. Voilà, et je me retrouve à faire ça. Et moi, du coup, je me dis, bon, c'est Canal, tu vois, c'est cool. Donc, je vais faire mon humour, ils vont être contents. Et en fait, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ils disaient, mais c'est quoi cet humour? Je dis, c'est mon humour. Vous êtes venu me chercher pour ça, quand même. Elle me dit, oui, mais c'est l'humour Canal. Oui. Je dis, on n'est pas sur Canal. Il me disait, mais si, mais on a tout changé maintenant. Ah bon? Maintenant, on est classe. Oui. Maintenant, c'est Cannes. C'est le Grand Journal. C'est autre chose et tout. Je dis, ouais, enfin, c'était aussi ça à l'époque des nuls et des machins. Ah non, et du coup, ça a été très complexe quand même, franchement. Ça n'a pas été facile parce que dès que je faisais quelque chose, j'avais l'impression que j'avais le Cerbère de la porte qui était prêt à me sauter dessus dès qu'il y avait une vanne de trop ou un costume de trop ou un truc de trop. Parce que pour le coup, alors moi, il ne faut pas me chercher en plus. Oui. C'est-à-dire que moi, je préfère toujours mourir avec mes idées qu'avec les idées des autres. Oui. C'est un constat. Je préfère que tu me vires parce que j'ai fait ce qui me plaisait, mais que ça ne plaisait pas, je m'en fous. Mais au moins, moi, je me suis amusé. J'ai fait ça toujours dans ma vie sur tous les sujets. J'ai jamais dérogé de ça parce que je trouve que sinon, c'est fini. On vend son âme au diable et puis on est fichu. Et donc voilà, du coup ça a été compliqué parce que je continuais à les énerver tous les jours. Jusqu'à un jour où ils ont dit bon, ça suffit maintenant, arrête de nous énerver, salut. En même temps, vous avez dû apprendre la météo parce que ça aussi, ça s'apprend. Alors pas vraiment, je vais te dire, pas vraiment, puisque à l'époque de Canal, alors quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond. Ça c'est un truc chez moi où je m'obstine. Donc oui. J'ai un peu bossé la météo, essayé de comprendre comment ça marchait, mais beaucoup moins que quand je me suis retrouvé à la faire sur M6, où là,
parce que sur Canal, c'était pas Météo France. Sur M6, c'était Météo France. Et là, je me suis dit, c'est Météo France. J'ai la chance de pouvoir apprendre. Donc, tous les matins, j'étais chez Météo France. Avec Evelyne, Delia. Oui, on était la les deux doyenne seuls, du genre. voilà, les deux seuls que j'embrasse. On était les deux seuls à venir tous les matins. Les autres le faisaient aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais nous, on y était vraiment tous les matins. Moi, je voulais comprendre comment ça marchait. Je voulais comprendre tout, la météo, les pressions, dépressions, anticyclones, tout ce que tu peux imaginer. Et pour être capable de faire le meilleur bulletin possible. Parce que quand j'étais sur M6, d'un coup, parce que Canal, c'était une farce. Oui. On m'avait pris pour que ce soit une farce. Canal, M6, c'était pas censé être une farce. Je l'ai transformé en farce, mais en farce intelligente, puisque je donnais plus d'infos que n'importe quel autre bulletin de n'importe quelle autre chaîne. C'était mon challenge tous les jours. Mais c'était un peu drôle et je voulais vraiment savoir de quoi je parlais. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment bossé. Ouais. Oui. En plus, quand on voit les premiers bulletins météo de 1950 à la télévision, en fait, c'était fabriqué avec des bouts de carton à Météo France, filmés par une caméra. La pellicule partait rue Cognac-Jay. Elle était développée dans un studio de fortune avec des boîtes de petits pois pour tenir la pellicule parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les boîtes de petits pois venaient de la cantine et ça passait au journal télévisé. Ah oui, quand même. Ça a beaucoup changé. Je me demande quelle était la qualité de la prévision. C'était parce pas que terrible. même encore aujourd'hui, c'est pas foufou, hein. Donc à l'époque, ça devait être terrible. Et comment êtes-vous arrivé sur M6, Alex Good? Eh bien, écoute, c'est très simple. J'étais parti sur France 2, où je travaillais chez Laurent Ruquier, où j'ai remplacé Florence Foresti. Mais ça a duré tellement peu de temps que tout le monde s'en fout et personne ne le sait. Oui. Parce que ça a duré exactement 1 mois, Oui. le temps que je me fasse débaucher par M6. Où j'ai fait un casting parce qu'ils voulaient faire une météo au début un peu rigolote, donc ils m'ont demandé une idée. Je leur ai vendu une idée, ils m'ont dit non mais c'est trop drôle, on peut pas faire ça. Je suis d'accord, c'était une météo chantée. Je suis d'accord, mais ils me disent oh, t'as bien aimé quand même, on a jamais eu de Monsieur Météo, on va te prendre quand même. Et du coup j'y suis allé, et là je fais mon premier bulletin météo, ils m'appellent en disant mais c'est quoi ce délire? Je dis bah c'est un bulletin météo. Je dis non mais on n'a pas demandé la manière de la blague à la météo, c'est quoi cette blague? Il y a une blague toutes les 4 secondes. Ah je dis bah oui mais je suis comme ça moi. Si je dois tous les jours je dois dire qu'il pleut et qu'il fait beau, faut que je m'amuse. Oui. Mais vous êtes fous, pas du tout, on n'a pas demandé ça, vous allez arrêter tout de suite. Je dis bah non je vais pas arrêter par contre, parce que sinon je vais m'emmerder. Donc si ça vous plaît pas j'arrête, hein, c'est pas un problème. Ils disent ok bah finissez la semaine. Le temps qu'on vous remplace, machin. J'ai dit ok, pas de souci. Et moi j'ai continué à faire ma semaine, à faire ce que je voulais, à faire des blagues horribles, un gros coup de pied dans le cumulus, voilà, tu vois, des trucs pas possibles. Et puis je m'attends à me faire virer, puis ils m'appellent, ils me disent bon, venez dans le bureau, et puis là ils me font signer un contrat de 2 ans, en me disant on n'a jamais eu autant de courrier de spectateurs, on vous adore, c'est génial, on a bien fait de vous choisir. Ouais, et là j'ai compris que plus jamais je changerai mes idées. Et il faut jamais changer. Mais oui, puis après si les gens n'aiment pas, c'est pas grave, on peut se planter. Je me suis planté plein de fois dans ma vie, hein, oui. Plein de fois dans ma carrière, j'ai fait des fours, ça arrive, mais au moins je suis responsable de ma connerie. Et puis il y a le personnage de Capman qui a beaucoup compté aussi. Bah ça c'était sympa parce que toute ma vie j'étais fan de super-héros, encore aujourd'hui, hein, si les gens s'amusent à aller voir ma maison sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des super-héros partout, même mes dérouleurs de papier toilette, c'est le marteau de Thor ou la tête d'Iron Man. Donc autant te dire qu'on passe des moments sympas chez moi, même aux toilettes. Mais du coup, oui, c'est une grande passion. Et donc là, j'avais l'occasion de pouvoir incarner un vrai super-héros. Et du coup, j'étais trop content. Je me suis fait mon propre costume. Je délirais dans la rue et tout en super-héros. C'était assez cool. Ça a marqué beaucoup de gens. Ça peut... Capman, on vous en parle encore aujourd'hui. Ça arrive un peu qu'on m'en parle encore, parce qu'il y avait des gens qui ont gagné, qui étaient contents d'avoir gagné. Parce que le principe, c'est que je faisais un défi, t'es cap ou t'es pas Capman. Oui. Toujours moi et mes jeux de mots pourris. Du coup, c'était assez drôle. Et puis, c'était chouette. On a failli faire le film à un moment donné. J'avais écrit le film. Et puis, à l'époque, tout le monde disait non, mais les films de super-héros, ça marchera jamais. Bon, depuis, ça a un peu changé, mais j'étais là un peu trop tôt, je crois. C'est un peu l'histoire de ma vie. Et on dit toujours qu'il ne faut pas faire de calembours hâtifs, il faut faire des calembours bons. Exactement. Formule qui existe. Et puis, il y a une émission aussi qui a été très importante dans votre parcours sur M6. Ah bah oui, ça... L'incroyable talent que vous avez s'est transformé la France en un incroyable talent. Exactement, ça a été une expérience inouïe, probablement la meilleure en télé que j'ai vécue avec les années Lumni pendant le confinement, où c'était quand même assez incroyable aussi émotionnellement comme expérience. C'est vrai qu'Incroyable talent, c'est drôle parce que c'était le seul pays du monde où l'animateur était aussi un metteur en scène, oui. Et où moi je pouvais récupérer les talents et les amener où je veux. Par exemple, d'ailleurs, il y a Xavier Mortimer qui est ce week-end au Folies Bergères à Paris. J'ai repéré il y a 12 ans maintenant dans l'Incroyable talent et voilà, et je l'ai amené à Las Vegas et on a fait aujourd'hui, c'est le magicien le plus suivi du monde, tu vois. Donc non, cette émission est fabuleuse pour ça.
Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs à thé, donc c'est moins regardé qu'avant. Mais ça reste une vraie machine pour découvrir les talents. Je regarde encore, moi, tous les ans, pour me dire, tiens, lui, je peux le mettre dans un spectacle, lui, je peux le mettre sur un événement. Voilà, ça reste, c'est incroyable et c'est une chance inouïe pour les artistes. Heureusement qu'il y a cette émission, quoi. Oui, mais en même temps, c'est une émission très particulière parce que c'était une formule tout à fait nouvelle à l'époque et il fallait non seulement repérer les talents, mais avoir l'art de l'improvisation pour l'animer en coulisses. Oui, pour le coup, moi, le but, c'était, on m'a pris pour que je sois drôle. Donc là, c'était pas très, très compliqué. J'étais avec ma copine Sandrine Cormand et on faisait que des conneries pendant des heures et des heures. Ça faisait rire tout le monde. Nous, ça nous faisait rire surtout. On était très contents et on s'est vraiment, pour le coup, éclaté. C'est pour ça que c'est un peu difficile quand tu as vécu une expérience comme ça. Après, tu vois, de retrouver une émission où tu t'amuses autant. Tu vois, c'est très dur. Je te dis, l'autre émission, ça a été Lumni, franchement, pendant le confinement, parce que je me sentais investi d'une mission qui était d'aider les enfants de France à la maison, tu vois, Keblo, et du coup, ça te rend hyper fier, t'es hyper fou. Je bossais avec que des profs géniaux de l'éducation nationale. Donc ça, c'était vraiment fabuleux. C'est mes 2 plus belles expériences en télé. Ouais. Et Sandrine Cormand, elle a quand même été Miss Belgique, elle a participé à Miss Monde et Miss Univers. C'est une jolie partenaire. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que les gens étaient persuadés qu'on était ensemble. Sauf que pas du tout, j'étais déjà homosexuel. Mais du coup, les gens pensaient qu'on était ensemble et qu'on était un couple. Oui. Donc il y avait eu des rumeurs, il y avait des articles de presse dans la presse People. C'est assez drôle, mais voilà. Surtout qu'elle fait quand même 2 têtes de plus que moi, donc oui, mais c'est un peu ridicule. Quoi. Les femmes grandes aiment les hommes petits, c'est ce qu'on a toujours. Mais la taille de compte parodie aussi, donc je suis perdu maintenant. Jacques, avec vos proverbes, là, je sais plus ce qu'il faut faire. Alors, il se trouve aussi que vraiment il y avait une complicité et que cette forme d'humour, bon, elle vient des Monty Python de beaucoup de gens, mais c'est une forme d'humour très particulière qui n'est pas compréhensible par tout le monde. Quelquefois, vous l'avez vécu à Canal. Oui, je l'ai vécu à Canal, je l'ai même vécu, mais c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que maintenant, quand je parle, il y a des gens qui pensent que j'ai fait des blagues, même quand j'en ai pas fait une. Oui. C'est le truc où ils sont tellement habitués à ce que je truffe mes trucs de jeux de mots. Là, quand ils vont voir Tout va mal, ils vont être servis. Mais que j'ai coécrit avec Jean-Jacques, qui est aussi fan de jeux de mots que moi et de mots valises que moi. Donc c'est vrai que oui, ça a toujours été la marque de fabrique. Et puis après, c'est pas grave. Moi, je trouve ça bien de créer une aspérité. Si t'aimes pas, personne te force à me regarder. En fait, moi, je te force pas à me regarder. C'est juste que moi, ça me fait plaisir de m'amuser. Et puis, il y a aussi une chose qui a beaucoup amusé les Français et qui est devenue une tradition, ce sont les bêtisiers auxquels vous avez participé. Ça, j'en ai fait beaucoup. Hein. Oui. J'en ai animé pléthore. Hein. Ouh là là. Mais j'adorais faire ça. C'est très drôle. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, parce que tu peux te moquer des collègues qui ont fait plein de coucougnettes et toi t'es là, tu dis moi j'en fais jamais. Bon évidemment après ils s'amusent à mettre les bêtisiers de mes propres bêtisiers, ce qui était rigolo à la fin à chaque fois. Mais non c'était génial à faire. Je trouve ça très drôle. Mais encore une fois maintenant tu vois on a de moins en moins de matière parce qu'il y a de moins en moins d'émissions, donc il y a de moins en moins de bêtises qui arrivent, moins en moins de directs. Donc à l'époque c'était plus facile de trouver des images sympas. Voilà. En fait, ça venait des États-Unis. Un certain Kermit Schaffer a été le premier à faire des bêtisiers. Et celui qui a ramené le principe en France, c'est quand il a découvert aux États-Unis la caméra invisible. Quand on dit caméra, c'est Pierre Bellemare. Ah oui, et il était le premier à dire si on faisait des bêtisiers en prenant les. Et oui, Maryse, elle était très fort, ce Pierre. Exactement. Alors, il se trouve que ce sens de l'improvisation, vous l'avez découvert par hasard au cours Simon, où vous étiez venu pas du tout pour passer une audition. Pas du tout pour moi, non, pas du tout pour moi. J'ai amené un ami qui était un petit peu encore vierge à un âge avancé. Et je voulais le décoincer, j'étais complètement hétérosexuel à l'époque, et je voulais le décoincer, et je l'ai amené là, et le professeur Cyril Jarousseau a dit non mais écoutez là votre pote ça a l'air d'être un cas désespéré, donc on va lui faire une scène, mais vous aussi faites une scène pour lui montrer que vous êtes avec lui quoi. Je dis ok, d'accord, ok, bon moi j'ai pas eu le temps de faire ça, mais bon pour mon pote je l'ai fait, donc j'adorais Pierre Desproges, j'aime toujours d'ailleurs Desproges, et je me suis dit je vais faire un texte de Desproges, voilà, et je suis allé faire un texte de Desproges, et là tout le monde s'est levé à la fin, le prof s'est levé, il a dit c'est très drôle, ça fait combien d'années que vous faites du théâtre, et je dis ça fait 3 minutes 30, il me dit arrêtez vos conneries, je dis non mais c'est vrai. Il me dit mais vous allez arrêter tout ce que vous faites quoi? Je dis je travaille dans le jeu vidéo, je gagne très bien ma vie et tout. Il me dit non mais vous arrêtez, vous allez devenir grand comédien et le monde vous connaîtra. Je dis mais non arrêtez vos blagues. Et en fait ils étaient tellement obstinés par cette idée, ils m'ont harcelé franchement beaucoup. Roselyne Marga qui était à l'époque la directrice de l'école m'a dit mais faut venir, c'est votre métier, arrêtez le jeu vidéo machin. Au bout d'un moment j'ai dit ok vous savez quoi, je vais tenter. Ouais. Et j'ai arrêté de faire le jeu vidéo, je suis allé tous les jours au cours et c'est devenu mon métier et ma passion. Et Pierre Desproges, au départ, on l'a un peu oublié, était journaliste à l'Aurore. Il faisait des petits billets de quelques lignes. Et il a été repéré par Jacques Martin pour Le Petit Rapporteur. Et ça a changé sa vie. Ah, ça a changé sa vie. Et lui a changé la vie de plein de gens aussi. Mais et le théâtre aussi a changé votre vie. Je crois que vos débuts, c'est justement à Neuilly, dans une pièce de Tailleur pour Dames. Alors, j'ai joué dans Tailleur pour Dames. Oui, c'était avec mes amis Grégoire Masson et Frédéric Lancy, qui sont encore aujourd'hui 2 de mes meilleurs amis.
voilà, c'était la maman de Grégoire, Marie, qui organisait ça. C'était pour une assoce pour des jeunes enfants. Et moi, je venais de commencer le théâtre et des enfants à l'hôpital, qui s'appelle Tréteau Blanc, et qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut soutenir, allez-y. Voilà, et j'ai joué là-dedans. C'était mes tout débuts, en même temps que je faisais les cours Simon et tout. Et puis après, j'ai lancé mes vrais spectacles, notamment avec Fred d'ailleurs, et Greg, qu'on jouait dedans, qui s'appelait Théâtrouille. Et voilà, c'était vraiment le début, ouais. Et Théâtrouille, c'est au départ, c'est 5 comédiens, 5 copains. Voilà, ils sont 8, ouais, c'est 8 comédiens. Oui. Et ils sont 8, et ils savent pas. En fait, c'est une histoire vraie, parce qu'avec Fred, quand on a voulu écrire une pièce, on savait pas quoi faire. On a été au fin fond de l'Ardèche, dans un truc qui avait l'air d'être complètement hanté, qui faisait vraiment flipper. Et du coup, on a écrit l'histoire de 8 personnes qui vont écrire dans un manoir hanté une pièce. Et voilà. Au Théâtre Comédia, ça a très bien fonctionné. Ah bah c'est mon premier spectacle et mon premier succès. Voilà, ça n'a pas été un succès de sous, parce que j'ai mis tout ce que j'avais dedans, donc c'était pas une très bonne idée. En revanche, c'était un succès critique qui après m'a permis de lancer ma carrière. Dedans, il y a une parodie des Trois Mousquetaires, je crois. Ouais, sur Michael Jackson. Voilà. Déjà, je mettais Michael Jackson dans tous mes spectacles. Et vous qui aimez ça. la folie, vous devriez regarder Trois Mousquetaires de Gilles Margaritis en 54 à la télé, où tout est en carton-pâte, avec Pierre Tchernia aussi à Pic numéro 1. Mon Dieu. Totalement délirant. Regardez-le, parce que ça dure 26 minutes, c'est en noir et blanc. C'est court en plus, oui. Totalement oublié, et c'est totalement délirant, avec une Milady qui est trop grosse pour sortir de la cheminée. C'est totalement fou. Qu'est-ce que ce truc? Ah mais je vous le conseille. Je vais regarder, Jacques, merci beaucoup. Et bien nous, on va continuer à parler de votre parcours à travers la date du 1er octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Alex Good. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alex Good. On a évoqué vos 1000 premières vies avec déjà, on a fait plein de trucs. La vidéo, la télévision et puis donc le théâtre. Et le 1er octobre 2025 a démarré au Grand Point Virgule, Tout va mal, M-A-L-E, qui est un spectacle très particulier. Et quand je dis qu'il aurait pu être remboursé par la Sécurité sociale, c'est que ça se rapporte à un fait de société qui nous concerne tous, nous les hommes. Exactement, oui, ça se rapporte aux problèmes masculins en général. Ça va des problèmes d'érection aux problèmes psychologiques, aux problèmes de place dans la société, de fin du patriarcat et tout ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que quand on va pas très bien, ou même quand on va bien, on sort de là en allant mieux. Voilà. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Les gens nous disent merci en sortant, c'est assez agréable. Comment est venue l'idée ? Écoute, j'ai fait un autre spectacle qui s'appelait Ménopause. Qui est toujours au Grand Point Virgule, qui est le spectacle d'avant. On est à 19h Ménopause et à 21h Tout va mal. Voilà, et qui était la même chose un peu dans l'esprit libérateur et jubilatoire pour les femmes. Et je me suis dit, je vais faire la même chose pour les hommes. Et au départ, Ménopause, c'est né comment ? Ménopause, ça vient de Las Vegas, où le show existe depuis 17 ans. Les Américains ont vu un de mes spectacles à Las Vegas, qu'ils ont adoré. Ils m'ont dit, vous devriez faire la version française de Ménopause. J'ai écouté, je suis pas sûr qu'on m'attende sur le sujet quand même. Et voilà. Et puis je suis allé voir, et je trouvais qu'il y avait une bonne idée, mais chez nous, ça n'aurait jamais marché. Donc je leur ai dit, ok, mais il faut tout changer. Et ils m'ont dit, banco, vas-y, fais ce que tu veux. Du coup, j'ai tout réécrit, ça ressemble pas du tout à la version américaine, mais voilà, c'est quand même le même concept. Donc on leur doit le concept. Et voilà. Et alors, en revanche, Tout va mal n'a rien à voir sur la conceptualisation, mais ça a à voir sur le côté libérateur, exutoire, faire que quand les gens sortent de Tout va mal, ils parlent de sujets dont ils n'ont jamais parlé avec leur moitié, et ils évoquent des choses qu'ils n'ont jamais évoquées, tu vois. Donc c'est ça l'idée, même quand on parle de taille de kiki dans le spectacle, ou de chemsex, ou de sextoy avec nos amis de Lelo qui sont des sponsors du spectacle, parce qu'on parle aussi de sextoy aujourd'hui. Ça peut faire du bien, le sextoy, et ça peut même t'aider à aller mieux aussi. Voilà, on essaie d'expliquer tout ça, et du coup les gens sortent de là avec un espèce de savoir où ils se sont marrés pendant 1h30, mais où ils ont quand même appris plein de trucs. Oui, parce qu'en plus, avant d'écrire le spectacle, vous avez consulté des médecins. On a le docteur Michel Mouly, qui est notre alors là, conseiller scientifique en chef. C'est-à-dire que Michel, ça rigole pas. Michel Mouly, il est au taquet, et avec lui, on n'est jamais mou au lit d'ailleurs. Voilà, il est là tout le temps sur Ménopause et sur Tout va mal. Non, il est incroyable, Michel. C'est une rencontre incroyable. Michel, je l'aime d'amour. Toute sa famille, ils sont fabuleux. C'est vraiment une rencontre exceptionnelle, et qui, moi, m'a appris beaucoup de choses. Et sur moi, et sur la médecine en général. Donc j'essaye de retranscrire ça par le rire, tu vois. Lui, il est trop heureux parce qu'il trouve que c'est sa mission de transmettre l'information. C'est vraiment ce qu'il veut faire, Michel. Et donc là, on essaye, nous, avec le spectacle, de transmettre un peu de son savoir. Et voilà, et on a vu sexothérapeute aussi, enfin, essayer de savoir ce qui se passait, parce que, contrairement à Ménopause, Tout va mal, c'est transgénérationnel. C'est 3 hommes, un de 25, un de 40 et un de 55, et les 3 ne bondent plus. Mais pour différentes raisons. Voilà. Et donc, c'est des raisons sociétales pour beaucoup, l'andropause pour le
plus anciens, mais pour les deux plus jeunes, c'est la crise du monde dans lequel ils vivent, la fin du patriarcat, ou pour le plus jeune, le fait qu'ils soient nés avec les applications, les films, porno. Nous, on découvrait ça tard, Jacques, rappelez-vous, quand on était jeunes. Moi, je me souviens d'une soirée. Votre premier, c'était quand, Jacques? À quel âge? Il se trouve que je travaille avec Philippe Bouvard. Racontez-vous. Il travaille avec Philippe Bouvard. Je me retrouve un soir à la Cinémathèque de Paris à minuit pour History of the Blue Movie. J'avais 19 ans, c'était une blague qu'on me faisait. Et il y avait le tout Paris qui venait voir en cachette ces films X qui n'étaient annoncés nulle part. C'est Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour Monsieur le Président. D'accord. Vous voyez, c'était une autre époque. Et vous aviez 19 ans, donc le premier. 19 ans, oui. Voilà, aujourd'hui, maintenant, les jeunes, ils commencent à 10, 11 ans. C'est impossible d'éviter ça. Oui. Ils voient ça sur leur téléphone et leur réseau. Et donc, ça crée tout un tas de trucs, parce qu'évidemment, c'est pas la vraie image de ce qu'on peut avoir d'une relation amoureuse. Donc, ça leur crée des psychoses et des angoisses. Et donc, maintenant, quand ils se retrouvent un petit peu plus jeunes, de peur, ils prennent des trucs dès qu'ils sont jeunes. Il y a des jeunes qui prennent du Cialis maintenant à 25 ans, ce qui est évidemment pas du tout recommandé. Hein. Et puis, on prend des médicamenteux, plus malheureusement, ça a un impact à long terme. Donc voilà, on essaie de parler de tout ça, de mettre en garde et de dire, attendez, l'important, c'est de s'aimer. Voilà, point. Alors, il se trouve que, bien sûr, le sujet était tabou, parce que personne n'en parlait autour de vous. Personne n'en parlait en France. Au départ, c'était un risque de faire ce spectacle. Mais c'est toujours un risque. Même là, aujourd'hui, c'est les tout débuts. Hein. Donc, on est très content parce qu'on a des critiques dithyrambiques partout. Mais tu le sais pas quand tu fais le spectacle. Je veux dire, on a quand même un spectacle où ça commence avec la taille du kiki, des mecs qui bandent plus, des problèmes. On se dit, bon, comment ça va être accepté, en fait? Et franchement, quand les gens sortent, que ce soit les femmes ou les hommes, et ils nous disent tous merci maintenant. Ils sortent du spectacle, ils disent merci, c'était génial, on a appris plein de trucs. Ah, on se sent mieux. Ah là là, ça va mieux. Et ce qui est drôle, c'est quand on va en resto après, parce qu'on a un petit resto à côté qui s'appelle le Cantal, j'en fais de la pub, où on va tous les soirs, et tu croises les gens, et que t'arrives, et tu les entends dire, ouais, moi ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, je l'ai jamais dit. Tu vois, et d'un seul coup, les gens, la parole se libère, et c'est un peu l'objectif, objectivement. Oui, parce que vous n'imaginez pas au départ que les gens se libéreraient comme ça. C'est ce que j'essaie de faire. Oui. C'est pour le coup, c'est ma mission. Quand je fais un spectacle sur Timéo, sur le handicap en 2016, toujours avec Jean-Jacques Thibault, le même auteur avec qui j'ai travaillé là sur Tout va mal, l'idée c'est d'essayer non pas de changer les consciences, mais de les ouvrir et de dire arrêtez tous, tu vois, les tabous, les machins, moi ça me rend hystérique. Moi je préfère qu'on se parle de tout, je préfère que tu sois pas d'accord avec moi et qu'on discute, plutôt que de dire t'es pas d'accord, t'es un connard, plutôt que de dire je veux pas entendre ce que tu dis. Je trouve ça bien qu'on se parle. Et donc là c'est vraiment l'objectif, c'est que les gens, vraiment je veux que quand ils sortent de là, ils soient beaucoup plus heureux, qu'ils aient appris plein de trucs. On parle beaucoup du patriarcat, de millénaires de patriarcat, on en parle un peu dans le spectacle quand même. De façon drôle, hein, évidemment, et dédramatisante, mais l'idée, c'est que les hommes sortent de là en disant, bon, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu abusé pendant quelques millénaires, et que les femmes se disent, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de leur faire payer non plus des millénaires dont ils ne sont pas responsables. Tu vois, on essaye de faire un espèce d'équilibre, ce qui est ma passion dans la vie, moi, c'est l'équilibre. J'adore ça, et je trouve qu'on devrait tous être en équilibre, et que c'est pas du tout le cas en ce moment. Et donc voilà, j'essaie de faire ça. Non, mais non seulement ça, mais en plus vous avez ouvert une brèche parce que tout le monde parle du féminisme, mais on parlait jamais du patriarcat, Alex Wood. Alors il y a des petites pièces qui en parlent un peu, comme Orgueil et Préjugés, qui est un super spectacle que je conseille aussi à tout le monde, qui est en ce moment. On commence à y venir un peu. C'est vrai que nous on l'aborde vraiment, on rentre dedans, quoi. Voilà, pour le coup, c'est le cas de le dire, ça marche, on rentre dedans. Et donc, on y va plein pot. On a une chanson qui s'appelle dans le spectacle, qui s'appelle Les 10 commandements. On explique les 10 choses que les hommes ne doivent plus faire. Et c'est un triomphe tous les soirs. Les gens se lèvent, les femmes se lèvent en disant merci, machin et tout, parce que on se rend plus compte de ce que nous on a fait. Nous les hommes, on n'a pas de mémoire, c'est pour ça. Oui, déjà c'est vrai qu'on n'a pas de mémoire et puis on la perd quand on est vieux, mais en dehors de ça, mais c'était tellement ancré dans notre culture, dans notre façon d'être, et même c'est devenu des trucs innés quasiment, tu vois, qu'il faut lutter contre ça, mais donc c'est bien, donc on apprend. Alors justement, c'est une comédie, mais une comédie musicale, il y a des chansons originales, et puis il y a des classiques réadaptés comme celui-ci. Car vous parodiez cette chanson de Johnny. Et oui, parce que justement, le quarantenaire, pour le coup, dans le spectacle, qui lui est homosexuel, a un enfant et tout ça, est en pleine crise de la quarantaine, et il a plus envie de son mec. Il a plus envie de rien d'ailleurs. Et donc il dit l'inverse, il dit voilà, j'ai plus l'envie au secours qu'on me rende mon kiki. C'est ça qu'il chante. Qu'on rallume ma bougie. Voilà, il est perdu, mais comme beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu arrives à un certain âge où tu sais plus trop où t'es, où tu te remets en question, où tu dis est-ce que je dois plaire, pas plaire, qu'est-ce que je fais de ma vie, ça fait des années que je suis en couple. Tu vois, qui avait raison finalement? Est-ce que c'est vous, Jacques? Ça fait combien de temps que vous êtes marié, Jacques? 18 ans. 18 ans, voilà. Est-ce que
c'est ce monde-là où on restait marié très longtemps et tout, alors que maintenant les gens ils changent d'avis comme de chemise, ils swipent pour changer. Ouais. Qui est le plus heureux à l'arrivée? Il y a la formule de Pierre Dac qui disait échangerait femme de 50 ans contre 2 de 25. Oui, mais alors bon, il avait beaucoup de forme, Pierre, mais il est très en forme. Mais non, mais la réalité, c'est finalement qui avait raison. Est-ce que c'était ces gens qui restaient ensemble avec parfois quelques tromperies, hein, oui, mais qui restaient toute leur vie ensemble et qui arrivaient au bout de leur vie comme mes grands-parents? Je prends l'exemple, tu vois, quand il y en a un qui a décédé, l'autre a décédé tout de suite parce que c'était un amour fou, alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait eu des écarts à droite, à gauche, au milieu, derrière et devant. Voilà. Ou les gens qui aujourd'hui se séparent dès qu'il y a un petit truc qui va pas bien et revivent un truc exaltant parce qu'évidemment c'est assez sympa, ces débuts et ces machins, puis qui recommencent tous les ans, tous les 2 ans. Qui a le plus raison? Je suis incapable de le dire. Oui, mais je préfère poser la question. C'est une bonne question et les réponses sont variables. Mais il se trouve aussi que dans ce spectacle, vous évoquez aussi les troubles du sommeil, vous évoquez les réseaux sociaux, tout ce qui peut tourner autour de ce problème. Tout ce qui tourne là-dessus, tous les questionnements qu'on peut avoir dans une vie quand on est un homme aujourd'hui, c'était un peu le but du spectacle. C'est pour ça que ça s'appelle « Tout va mal » avec un point d'interrogation. C'est est-ce que tout va mal ou est-ce que tout va pas très bien, et qu'on essaye d'aider les gens et de résoudre ces problèmes. Oui, parce que ce spectacle, Alex Good, c'est aussi une façon de réconcilier les hommes et les femmes et que l'humanité se porte bien. Exactement, c'est même là, on finit avec les femmes et les hommes comme dernière chanson. Où tout le monde est ensemble et en fait le but c'est d'apprendre à vivre ensemble, mais c'est valable pour tout, c'est valable pour les hommes et les femmes, c'est valable pour les gens de droite et les gens de gauche, les juifs et les arabes, les chinois et les taïwanais, enfin voilà, tu vois, je ne comprends pas pourquoi on est tout le temps comme ça à se friter en permanence, et je préférais qu'on échange même si on n'est pas d'accord, encore une fois. Et le casting est très important parce que vous avez choisi des comédiens qui ont fait des comédies musicales, Pierre Vigy, Mamma Mia, Édouard Collin, Plus belle la vie, Philippe Davila, Roméo et Juliette. C'est important que ça jouer la comédie et chanter. Ouais, t'as aussi Franck Ducrot, Alexandre Serret, bien sûr, et Pascal Novak. Et pour les filles, il y a Laura Massy et Anna Adams, qui sont tous franchement exceptionnels. Ça a été un long casting parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui voulaient faire le spectacle. Je reconnais que là, j'ai un peu de chance maintenant parce que les gens ont envie de faire mes spectacles. Donc, oui, ça a été un gros casting. Et puis voilà, je suis content d'avoir vraiment choisi une équipe extraordinaire et on s'éclate tous les jours. Bon, comme c'est les débuts, ils m'en veulent un peu parce que je change le texte tous les jours, donc ils en peuvent plus, mais c'est normal, je me tâte, je rôde, j'améliore. Alors, ce que vous appelez l'horaire des consultations, certains jours tout est mal, tout va mal, et l'autre jour c'est ménopause. Voilà, on le dit dans le spectacle d'ailleurs, on dit aux hommes qui sont dans la salle, si vous voulez tout savoir pour la ménopause, on fait une consultation à 19h aussi. Voilà. Voilà, donc en fait, l'idéal c'est de faire les deux. Hein. Il y a plein de gens qui font les deux, qui passent leur soirée avec nous, ils enchaînent les 2 spectacles, ou alors ils viennent voir un le samedi puis l'autre le dimanche. C'est assez rigolo, on a vraiment beaucoup de gens. Ménopause a été un gros carton, donc on a beaucoup de gens de ménopause qui maintenant viennent voir mon nouveau spectacle, donc c'est assez sympa, et puis ils donnent leur avis, tu vois, moi je préfère ménopause, moi je préfère tout va mal. Oui, mais en amusant. Même temps, ménopause au départ c'était un risque. Moi j'ai tout reçu est un risque. La saison dernière Linda Hardy, qui était la première à faire un livre, Vivez heureux avec la ménopause. Oui, mais tout est un risque. Je pars du principe aujourd'hui, qu'est-ce qui va motiver des gens à sortir de chez eux? Objectivement, on est très bien à la maison. On peut écouter Sud Radio, même à la maison, son téléphone. On peut regarder Netflix, Amazon, Disney, tout ce qu'on veut. Pourquoi on va aller dépenser 50 € pour aller voir un spectacle? Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'excite dedans. C'est le cas de le dire en l'occurrence. Mais j'essaie toujours de me dire, qu'est-ce que je vais faire qui va être un peu disruptif et qui va marcher? Quand je fais Timéo sur le handicap avec des vrais enfants handicapés sur scène, je le fais parce que sur votre temps. Je le fais parce que je me dis, tiens, prends ça dans la face, quoi. Oui. Tu vois, on sortait d'Intouchable où c'était François Cluzet qui jouait handicapé, où je me disais, mais ça aurait pu être le rôle de sa vie pour un vrai handicapé, ça me casse les couilles. J'étais énervé, tu vois, un film qui a vu par 20 millions de personnes, ça aurait pu être, imagine que ça n'a pas été François Cluzet qui était très bon au demeurant, mais un vrai acteur en fauteuil, vraiment en fauteuil, le mec, sa carrière a été lancée à vie. Et donc je me disais, c'est pas normal qu'on ait pas eu cette chance. Et voilà, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Timéo avec Jean-Jacques. C'était l'idée de Jean-Jacques, mais je me suis dit, je vais la monter parce que c'est génial ton idée, Jean-Jacques. Et voilà, donc j'essaye de faire des trucs où je me dis, je vais pas faire un truc classique, quoi. Je déteste ça de toute façon. J'ai pas envie de m'emmerder à faire un truc, un amant dans un placard. Ça m'amuse pas tellement. Enfin, sauf si c'est vraiment chez moi, mais voilà. Et vous avez aussi un point commun avec Lynn Renaud et Sylvie Vartan, c'est Las Vegas. Ah oui, c'est Las Vegas, oui. Car vous êtes arrivé à Las Vegas, vous habitez là-bas, pour faire un spectacle dans le casino où Elvis Presley s'est produit. Exactement. Et vous avez eu la loge d'Elvis Presley. J'avais la loge d'Elvis Presley. C'était assez incroyable, cette histoire. J'avais la loge d'Elvis Presley tous les soirs. Je rentrais dans ma loge. Puis ils ont gardé des trucs, ils ont pas touché, notamment sur la scène. Donc c'est le Westgate, l'ancien Hilton. Si vous avez vu le film Elvis de Baz Luhrmann qui est tourné là-bas, c'est l'ancien Hilton. Et derrière la scène, il y a un pilier où il se recueillait tous les soirs avant le spectacle et qui n'a jamais été touché, jamais nettoyé,
jamais repeint, jamais touché ou quoi que ce soit. Il y a une espèce de périmètre de sécurité qui fait 1,50 m autour du pilier. Et seule la star du show a le droit d'aller se recueillir. On ouvre tous les soirs, on ouvre le truc, on peut y aller. Et je le faisais tous les soirs. J'allais mettre devant, je regardais le ciel et je disais salut Elvis. Chez toi, mon vieux. Et après, j'allais sur scène. Ça s'appelait Twisted Vegas. Ouais, Twisted Vegas. C'était quoi? C'est un seul en scène Ah non, c'était pas un seul en scène, on était 13, mon vieux. C'était compliqué. Oui. C'était un gros Barnum. C'était un gros truc. C'était un peu mon histoire. Je racontais comment un Français débarquait à Las Vegas et comment il voyait Las Vegas avec sa vision déformée, Twisted. Voilà. Et c'était vraiment chouette. J'ai pris tous les meilleurs Incroyables Talents que j'avais vus pendant Incroyables Talents. Voilà. Et aujourd'hui, il y a justement, ça continue avec Magical Dream, avec Xavier Mortimer, voilà, qui est en tournée maintenant dans le monde entier. Là, on va être à Los Angeles à Noël et puis à San Francisco la semaine du jour de l'an. Mais voilà, on se promène un peu partout maintenant. Et en attendant, vous êtes donc au Grand Point Virgule. Alors, je rappelle l'horaire des consultations. La ménopause du mercredi au vendredi à 19h, le samedi à 18h, le dimanche à 17h. Tout va mal, MALE. Le mercredi au vendredi à 21h, samedi à 21h30 et le dimanche 19h pour terminer la semaine. Exactement, bien terminer la semaine ou pour bien commencer la semaine qui arrive. En tout cas, on a bien commencé la soirée sur Sud Radio en vous écoutant et on vous remercie. Et vous, tout va bien, vous êtes en pleine forme, Jacques. Comme vous. Aucun problème, on est au taquet. On continue, on ne change rien. Exactement, on et fait vous ça. revenez quand vous voulez dans les Clés d'une vie, parce que vous avez plein de choses à raconter. Merci Jacques, merci beaucoup. Merci à vous. Alex Good, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.